Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce jeudi de Lima, ce rituel en partenariat avec l'IREMO. Ce soir, une dernière table ronde qui est consacrée aux démocraties inachevées au Maghreb. Le mot démocratie n'est pas interdit en Afrique du Nord. On a un slogan qui revient beaucoup en ce moment, Algérie libre et démocratique. Il résonne jusqu'ici en France, traverse la Méditerranée. On ne peut pas ne pas parler de ce qui se produit aujourd'hui en Algérie, un événement extraordinaire qu'on peut qualifier Hirak, Intifada, Saura, soulèvement, mouvement, révolution, peu importe le mot qu'on lui accole, c'est quelque chose de vraiment historique et inédit dans l'Algérie contemporaine. On a également une transition en cours en Tunisie depuis la révolution de 2011. Et puis on a le Maroc qui pose question parce que c'est un système à part, une monarchie. Et là aussi, où en est la démocratie au Maroc? Est-ce qu'on est juste confronté à une façade démocratique? Autant de questions qu'on va se poser ce soir avec nos trois intervenants, trois spécialistes. Ici, Selim Kerat, bonsoir. Vous êtes le président de l'ONG Al-Bawsola, la boussole. Vous allez nous expliquer... j'ai perdu la fiche présentant l'association. Al-Bawsola, c'est la boussole en arabe, une organisation tunisienne qui est née après la révolution de 2011 et qui vise à contrôler et à informer les citoyens sur les actes du Parlement. C'est un véritable outil de transparence inédit pour accompagner le processus démocratique. À mes côtés, à ma droite, Akram Belkaïd, qu'on ne présente plus, journaliste, notamment au monde diplomatique, chroniqueur pour le quotidien d'Oran, également essayiste, qui vient de signer un livre que je vous recommande aux éditions Talendier. L'Algérie, un pays empêché en 100 questions, c'est très didactique, très pédagogique et très utile en ce moment. Et puis, à côté d'Akram, Pierre Vermeuren, que là aussi, spécialiste du Maghreb, connu et reconnu, qui lui aussi a signé récemment un ouvrage très intéressant, Les dissidents au Maghreb, avec Khadija Morsenfinen, et qui va ce soir également nous apporter son éclairage sur la situation au Maghreb. On va peut-être commencer avec vous, Akram, parce que vous pouvez nous parler de l'Algérie d'aujourd'hui, mais aussi d'une période charnière pour l'Algérie, qui est la période 88, puisque on entend beaucoup aujourd'hui les Algériens nous dire qu'on a été les premiers à connaître un printemps arabe. On a été les premiers également à combattre l'islamisme. Et pour comprendre tout cela, il faut remonter en 88 avec cette première expérience démocratique qui sera confisquée, avortée. Je vous laisse, Akram, nous en parler. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, les années 80, puisqu'on va partir de là, c'est une période charnière pour de nombreux pays de la région, que ce soit l'Algérie, mais d'autres, parce qu'on est dans un moment, je dirais, du début du post-colonial, c'est-à-dire que les régimes qui ont été mis en place après les indépendances commencent à sérieusement s'essouffler. Ils font face à des contestations, ils font face au fait que leurs sociétés ont évolué, que des embryons de classe moyenne se sont formés, et donc avec une contestation, une réclamation de droits, une réclamation à un mieux-être et une réclamation à la participation à la vie politique. Et donc dans les années 80, pour le cas précis de l'Algérie, il y a plusieurs moments assez importants. Le premier d'entre eux, avant même qu'on parle de 88, c'est 1980, c'est ce qu'on a appelé le printemps berbère. Donc souvent à tort et injustement présenté comme étant un simple mouvement identitaire et de revendication identitaire, alors qu'en réalité, c'était déjà un mouvement de revendication démocratique contre un régime totalitaire, unitaire, unitariste, qui refusait toute contestation et qui avait, en tous les cas, tout le contrôle sur le pays. Donc c'est un moment assez important parce que c'est dans ce creuset-là que beaucoup de gens vont commencer à militer, beaucoup de gens vont être arrêtés.
C'est un mouvement qui a été localisé notamment en Kabylie, à Alger aussi, dans certaines grandes villes, mais voilà, donc 1980. Autre grand moment qu'on connaît peu et dont on parle pas assez, ce sont les émeutes qui ont lieu à Constantine en 1986. Là aussi, c'est une réaction qui part de la population et notamment de la jeunesse pour protester contre les conditions à l'époque de plus en plus difficiles, parce qu'à partir de 1985, l'Algérie rentre dans un cycle de ressac pétrolier, c'est-à-dire que les prix du pétrole baissent, c'est la crise économique, donc l'État a moins les moyens de faire de la distribution, et on arrive à ce genre de contestation. 1988 maintenant, pardon d'aller aussi vite, mais 1988, c'est un moment clé dans la vie de l'histoire de l'Algérie indépendante, parce que c'est un moment où une partie de la jeunesse, notamment la jeunesse de la capitale, manifeste son mécontentement, sort dans la rue et le bilan va être très lourd. On a des bilans assez qui font l'objet de polémiques récurrentes. Officiellement, c'est moins de 200 morts, 123 morts, si mes souvenirs sont bons. Officieusement et de sources hospitalières algériennes, on parle de 600 à 1000 morts. En tous les cas, c'est un moment clé parce que le régime est ébranlé, parce que les manifestants s'en prennent de manière systématique aux emblèmes de l'État et du FLN. C'est un moment important parce que l'armée tire sur la population et sur les jeunes, notamment après les manifestations du 8 octobre. C'est un moment important aussi parce que, passé les premiers jours de contestation, un nouvel acteur va apparaître sur la scène politique. Ce sont les islamistes qui vont organiser eux aussi une marche qui va se terminer très mal, qui va se terminer dans le sang. C'est un moment important parce que la réaction du pouvoir, dans un premier temps, va être assez brutale, outre le fait de tirer sur les manifestants. Il va y avoir beaucoup d'arrestations, des cas avérés de torture, de gens arrêtés, de gens qui vont disparaître, qui vont être torturés, notamment des jeunes. Et tout cela va avoir de graves conséquences pour la suite. C'est un moment fondateur. Bien, il n'en demeure pas moins que c'est aussi un moment qui va obliger le régime à lâcher du lest et à concéder une ouverture. C'est pour ça qu'effectivement on parle de printemps algérien. C'est le moment où, par exemple, le FLN perd son monopole sur la vie politique. Le multipartisme va être autorisé. Donc, immédiatement ou dans les mois qui viennent, l'année 89 va être marquée par ce genre de choses. On a plus d'une centaine de partis politiques qui vont naître. Certains étaient des partis qui étaient dans l'opposition, qui étaient clandestins. Je pense notamment au Parti de l'avant-garde socialiste, le PAX. Je pense aussi au Front des forces socialistes, au mouvement de Hussein Aït Ahmed, au mouvement pour la démocratie en Algérie d'Ahmed Ben Bella. Enfin, donc il y a des mouvements qui sont clandestins qui peuvent enfin être autorisés, puis d'autres qui vont naître parce que la société algérienne a d'autres aussi, je dirais, forces vives qui constituent au fil du temps des partis. On va avoir apparaître aussi énormément de partis qui ne sont que des coquilles vides, qui sont clairement l'émanation des autorités, en tous les cas qui sont là pour donner l'illusion d'une vie politique, mais il n'empêche que la période 88-90 va être une période assez, je dirais, stimulante. C'est d'autant plus vrai que le gouvernement chargé de la transition, le gouvernement réformateur de Mouloud Hamrouche, va aussi libéraliser le secteur de la presse écrite, pas la télévision, mais la presse écrite. Donc le résultat, c'est qu'on a un nombre important de journaux indépendants qui vont apparaître. Il y a des lois qui, par exemple, vont permettre à des journalistes qui jusque-là travaillaient dans le service public de prendre 2 années de salaire et avec eux et de pouvoir fonder des journaux. C'est ainsi que, par exemple, un journal comme Le Watan est né, journal qui existe encore à ce jour. Et tout cela dans un moment de débat, de discussion, de négociation, je dirais, d'avènement de la société civile aussi et de montée en puissance des partis politiques. Une transition. C'est une transition, mais c'est une transition qui, en réalité, est très mal partie dès le départ. Elle est très mal partie parce que, et c'est ce qui peut nous faire penser à ce qui se passe aujourd'hui,
C'est une transition qui est mal partie parce que le régime, finalement, ne s'est pas totalement éclipsé de la scène politique. C'est-à-dire que le président de l'époque, Chadli Benjedid, n'a pas démissionné. Au contraire, il est réélu en 1989. C'est-à-dire que, grosso modo, ceux qui ont été les objets de la contestation, ceux qui ont été les objets de la crise, sont ceux qui se sont proposés de conduire le pays dans la transition. Et à partir de ce moment-là, les dés, quelque part, étaient assez pipés, puisque la stratégie de ce régime a été d'essayer de se maintenir en usant de différents leviers, notamment en essayant de faire en sorte qu'une partie de la population soit inquiète, affolée par l'émergence et la montée en puissance des islamistes, et qu'elle vote finalement utile, qu'elle vote pour le parti au pouvoir, l'ancien parti unique, le FLN. L'autre point important de cette période de transition qui mérite d'être relevé, ce sont les réformes économiques que l'Algérie a mis en place, réformes dont il ne reste pas grand-chose aujourd'hui parce qu'elles ont toutes été démantelées plus ou moins au cours des 20 dernières années par l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Je pense notamment à l'indépendance de la Banque centrale algérienne ou à des réformes des entreprises publiques. Et je citerai aussi comme élément assez important qui fait aussi écho à la situation aujourd'hui, c'est après octobre 1988 et avec l'avènement du multipartisme que l'armée algérienne va se retirer du FLN. Jusque-là, l'armée était une composante du FLN, elle siégeait au comité central du FLN, et là, l'armée affirme son caractère apolitique et non partisan, et elle se retire du FLN, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne va pas réinvestir le champ politique, puisque cette transition, je vous l'ai dit, va très mal se terminer. Elle se termine très mal parce qu'elle débouche sur des élections législatives. Une première tentative est annulée, juin 1991, parce qu'on a une espèce de grève insurrectionnelle décidée par les islamistes qui voulaient protester contre le découpage électoral, et des élections du 26 décembre 1991 que les autorités de l'époque avaient promis propres et honnêtes et transparentes, et qui vont déboucher sur la victoire du fils au premier tour, avec la perspective d'une majorité absolue pour le deuxième, prévu en janvier. Ce deuxième tour ne va jamais avoir lieu. Et donc, l'armée va déposer le président Chadli Benjedid, et peu à peu, l'Algérie va s'engager dans une spirale, la fameuse spirale, la tristement célèbre spirale que l'on connaît tous, qu'on appelle guerre civile ou décennie noire, mais en tous les cas, ça marquera la fin de la transition. L'élan démocratique, puisqu'il en est question, de cette période, de 88-90, n'a jamais disparu, mais il faut bien dire qu'après le retour à la paix civile, après la fin des années de cauchemar, ça n'a pas été la priorité du pouvoir algérien. C'est-à-dire qu'en 1999, lorsqu'il est élu pour la première fois, Abdelaziz Bouteflika ne va pas, je dirais, refaire renaître cette espérance démocratique. Il ne va pas enclencher les réformes qui vont conduire à plus de, je dirais, de pluralité, plus de pluralisme. Bien au contraire, on se dirigera, comme pour d'autres pays arabes de la région, vers un autoritarisme, une démocrature, c'est-à-dire un système qui a toutes les apparences d'une démocratie, toutes les institutions d'une démocratie, un parlement, un sénat, une chambre, une cour des comptes, un conseil constitutionnel, mais où la réalité du pouvoir est ailleurs et où finalement la population comprend très vite que l'un des points fondamentaux de la démocratie, qu'est le vote, ne sert à pas grand-chose. Donc voilà un peu résumé ce qu'a été cette période-là. Elle est très importante parce qu'elle a constitué, si je devais conclure, octobre 88, c'est un traumatisme profond pour la société algérienne, mais c'est aussi la génération la naissance de beaucoup d'espoir et d'espérance. C'est l'entrée en politique de toute une génération qui va commencer à s'intéresser à ce qui se passe dans son pays. Mais c'est aussi, je dirais, une parenthèse qui attend encore qu'elle soit concrétisée. Et ce sont les espoirs de cette période-là que la jeunesse qui manifeste aujourd'hui est en train de faire renaître. Merci, Akram. Nous y reviendrons après les différentes interventions, parce que j'imagine que la salle aura plusieurs questions à vous poser, et moi j'en aurai une sur justement aujourd'hui tous les espoirs sont
sont ravivés, les espoirs d'une nouvelle parenthèse, d'une vraie parenthèse démocratique qui s'ouvre enfin en Algérie. Et j'aimerais que vous me disiez, là, votre analyse de ce qui se joue en ce moment, au bout de 2 mois de soulèvement, de manifestations, alors que l'armée a repris en main la transition et qu'un discours très important a eu lieu cette semaine du général, du chef d'état-major de l'armée, assurant que l'armée était bien du côté du peuple. Et c'est un petit peu l'enjeu des jours à venir et des semaines à venir pour voir si, oui ou non, ce soulèvement va être confisqué au peuple algérien. Pierre, c'est à votre tour. Est-ce que vous pourriez nous faire un état des lieux des ouvertures et fermetures démocratiques, et spécifiquement à l'échelle du Maroc, puisqu'on on parle de l'Algérie avec Akram, on va parler de la Tunisie avec Selim, mais on ne doit pas oublier le Maroc. Et on compte sur vous. Bonsoir. Oui, j'avais prévu un petit topo sur la dissidence, mais je vais y revenir, mais je n'oublie pas le Maroc, je vous rassure. Parce que c'est vrai que le Maroc, bon, c'est pas une démocratie. Il n'y a jamais eu de démocratie. En revanche, il y a eu des moments plus favorables que d'autres à des formes de démocratisation, notamment au moment des transitions. Je pense à l'indépendance, au règne de Mohamed V. Je pense à la fin même, à la fin du règne de Hassan II et au début du règne de son fils, Mohamed VI. Donc là, il y a des moments. À part ça, il y a des contestations démocratiques. Les Marocains ont souvent vu d'Algérie ou de l'extérieur une image parfois un peu passive, entre guillemets. Mais en réalité, c'est une société très contestataire, avec des organisations qui ne sont pas forcément majoritaires, mais en tout cas qui contestent, qui revendiquent. Et le taux d'insatisfaction peut se mesurer à des grands mouvements sociaux qui ont eu lieu. Dans les années 60, Hassan II avait très fort à faire avec ses opposants. Et on voit que depuis les printemps arabes, sans même évoquer le RIF, dont on dira évidemment quelques mots, il y a aussi, depuis les printemps arabes, comme en Algérie et au Maroc, c'est marrant d'ailleurs, cette parenté dans 2 pays qui sont coupés l'un de l'autre et qui ne se fréquentent pas beaucoup depuis des décennies, et qui sont en même temps des régimes politiques très différents, puisqu'il y a une monarchie pratiquement de droit divin et une république militaire. Mais malgré tout, depuis les printemps arabes, on observe des mouvements de contestation, alors à la base, avec des milliers de manifestations annuelles. Et je crois qu'au pic, on était sur des taux, je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'était pareil, vers 2014-2013, au Maroc comme en Algérie, il y avait, je crois, entre 10 et 15 000 mouvements sociaux par an. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des ferments de contestation très puissants, très aussi dispersés. Ce n'est pas du tout seulement dans les régions capitales. Au contraire, à certains égards, elles sont moins contestataires que les périphéries. Bon. Voilà, donc on pourra revenir là-dessus. Mais voilà, je vais revenir un petit peu à ce que j'avais prévu, parce que je pense que c'est important d'avoir fait le retour que tu as fait sur ce qui s'est passé finalement, ça correspondait au moment du démantèlement de l'Union soviétique et de l'Europe de l'Est, ce qui s'est passé en Tunisie et en Algérie à cette époque. Bon, à ce moment-là, Hassan II tenait d'une main de fer son pays avec Brice Basri, mais c'est là qu'il s'est dit il faut progressivement faire évoluer le régime à partir des années 90. On a vu donc ce qu'on a appelé une libéralisation progressive. Moi, je vais remonter encore un peu avant, c'est-à-dire au moment des indépendances, et puis essayer de voir ce qu'on a voulu avec Khadija Marcel Finan, dans le livre qu'on a publié à l'automne dernier, évoquer à travers cette figure des dissidents, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je pense que la promesse des indépendances, au fond, au Maghreb, c'était quand même une promesse démocratique. Je veux dire, la lutte contre la colonisation, c'était pas une lutte acharnée contre la France parce qu'elle était la France, c'était une lutte acharnée contre la France parce qu'elle empêchait l'accession aux droits démocratiques les plus fondamentaux, que ce soit l'accès à l'école pour tous, ou que ce soit l'accès à la démocratie politique. Et le problème, c'est qu'il y a eu une dissociation entre l'indépendance des États
et finalement la libération des peuples. Hein. Quand on entend en ce moment à Alger les populations dire que ça y est, cette fois-ci c'est la deuxième indépendance parce que le peuple va se libérer, c'est très clair, hein. Ça avait déjà été dit en Tunisie en 2011, et c'est ça le... Voilà, donc il y a la dissociation finalement qui s'est opérée à l'indépendance entre l'indépendance de l'État, mais qui n'a pas entraîné la démocratisation des pouvoirs. Mais cette idée démocratique, elle n'a jamais disparu, au sens, l'idée démocratique dans un contexte autoritaire, c'est un peu dur, mais ça veut dire tout simplement le refus de l'autocratie et de ses contraintes, puisque c'est cette forme de gouvernement qui a été dominante à peu près tout le temps au Maghreb jusqu'à nos jours, en dehors maintenant de ce qui s'est passé en Tunisie, bien sûr, depuis quelques années. Donc, ce livre qu'on a fait avec ma collègue, c'était un peu la certitude de ne pas avoir beaucoup de publications ni d'invitations dans les salons du livre, aussi bien en Maghreb qu'en France, parce que, à part en Tunisie justement, parce que c'est un sujet un peu embêtant, mais on avait envie, tous les deux, de rendre hommage à quelques dizaines d'hommes et de femmes, bien sûr, qu'on a appelés les dissidents, mais qu'on aurait pu appeler aussi les proscrits, en ce sens qu'ils ont maintenu la permanence d'une idée, de cette idée de la démocratie, justement, avec ce qu'elle suppose d'une éthique, d'un sentiment d'équité, de justice, de morale à la fois personnelle et collective. Et donc on a des personnes, des figures qui n'ont jamais, dans aucun des trois pays du Maghreb, cessé de se battre pour cette cause de la justice et notamment du respect des droits politiques, mais aussi culturels, des droits humains, et souvent d'ailleurs dans des contextes très dangereux, évidemment. Hein. Ce ne sont pas des combats qui sont simples à mener, et à certains égards, il y a une forme soit d'héroïsme, soit même de folie, au fond, dans certaines conditions, pour affronter des régimes qui ne sont pas toujours très tendres. Alors, on a distingué les dissidents des opposants, parce que l'opposant, souvent, il est à l'intérieur des structures politiques puissantes, et son objectif, c'est quand même de s'opposer, de participer au pouvoir, voire d'accéder au pouvoir. Mais finalement, le dissident, c'est peut-être ce qui reste quand l'opposition a été un peu marginalisée, écrasée et extrêmement impuissante. Alors, la tentation autoritaire au Maghreb, elle a été un héritage commun des régimes qui ont pris le pouvoir et qui ont finalement, malgré un décor institutionnel très beau, hein, parce qu'au fond, les textes constitutionnels, ils sont impeccables, c'est pas ça la question, mais ils ont été en quelque sorte pervertis de l'intérieur, puisque les contre-pouvoirs ont été désactivés, notamment le contre-pouvoir judiciaire ou les contre-pouvoirs parlementaires, par exemple, la justice ayant toujours été asservie ou soumise au pouvoir politique. C'est justement ça, ce qu'on appelle l'absence d'une démocratie. Alors bien sûr, c'est pas non plus le Maghreb, ce ne sont pas des pays totalitaires. Enfin, tu as parlé du mot totalitaire, mais je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas non plus l'Union soviétique, c'est pas l'Irak ou la Syrie du Basse, je pense, hein, il n'y a pas eu ça au Maghreb. Donc c'est une forme intermédiaire, avec justement des formes démocratiques, avec même une volonté d'apparaître comme des États démocratiques, mais sauf que dans la réalité, il n'y a pas les fondamentaux de cette démocratisation, on ne les a jamais vraiment vus. Bon. Pour revenir à la figure du dissident, je pense qu'on peut évoquer le modèle que Bourguiba a instauré avec ses opposants. Alors je ne parle pas des youssefistes, qu'il a eu tendance évidemment à écraser avec une grande violence, mais vis-à-vis notamment des jeunes perspectivistes dans les années 70, avec qui il a entretenu un rapport un peu paternaliste, on dirait aujourd'hui. Hein, il les appelait, d'ailleurs il disait mes enfants. Comment pouvez-vous vous révolter contre un si bon régime que j'ai instauré avec tout ce que je vous ai offert? Et finalement, il les tabassait, si on peut dire, il les laissait battre, il les emprisonnait souvent parce qu'il leur reprochait de combattre sa politique méritocratique, etc. Mais en même temps, il acceptait, il attendait il attendait la repentance en réalité. Il voulait que ces hommes s'humilient en lui écrivant une lettre personnelle
pour demander pardon, et puis voilà, je reconnais, etc. etc. Donc ça, ce modèle est intéressant. On le retrouve un peu au Maroc, à l'époque de Hassan II. Et voilà, ça veut dire qu'on peut toujours revenir dans le giron du pouvoir. Et donc c'est instauré une sorte de vie politique très particulière des années 60 jusqu'à la fin du XXe siècle. Une vie politique qui s'est un petit peu institutionnalisée entre un jeu de rôle en quelque sorte, entre des pouvoirs politiques très puissants, des opposants et des figures d'opposants notamment, de dissidents si on veut, reconnus. Et ces gens, bien sûr, n'ont jamais vraiment baissé la tête, y compris dans des circonstances très hostiles, et ils pouvaient toujours un jour ou l'autre revenir dans l'allégeance ou dans l'obéissance, etc. Mais bien sûr, ça a parfois tourné très mal, parce que cette attitude pouvait conduire à la mort, elle a pu conduire à la mort évidemment, à l'exil souvent, à la prison, etc. Et attirer toutes sortes d'ennuis, comme d'être chassé de la fonction publique, etc. Ce modèle du rapport personnel avec le chef de l'État, je crois que c'est quelque chose aujourd'hui qui a un peu disparu, hein, et je pense que Bourguiba et Hassan II, encore une fois, étaient des figures tout à fait tutélaires de ce modèle. Alors en Algérie, c'était un peu différent parce que le système du parti-État était très puissant, et puis surtout le parti-État, il était censé incarner le peuple dans sa totalité, la révolution par le peuple, pour le peuple, etc. Toutes les forces nationales étaient contenues dans le parti-État, et y compris les opposants. Et donc il fallait, pour s'opposer dans ce modèle-là, il fallait peut-être toute l'intelligence et toute la subtilité d'un Mamri, par exemple, qui, à travers ses écrits, ses romans, sa stratégie des marges, hein, et notamment de la marche kabyle, finalement a construit quelque chose qui a éclaté lors du printemps de 1980, dont tu as parlé avec justesse, dans un pays qui ne tolérait absolument aucune autre hypothèse que l'arabisme, et qui ne souffrait aucune contestation, et c'est pour ça que tu as parlé de totalitarisme dans ce contexte. Alors cette situation, rassurez-vous, ça ne va pas durer très longtemps, cette situation place le dissident finalement dans une situation de médiateur, sorte de figure de la résistance impuissante, et elle l'oblige aussi, hein, elle l'érige parce que, au fond, surtout s'il reste dans sa société, parfois il est obligé de partir, on est chassé d'ailleurs. Voilà, donc il ne faut pas essentialiser cette figure, parce qu'on peut être dissident à un moment dans sa vie. Je pense à l'ancien président tunisien Marzouki, qui a été une grande figure du mouvement des droits de l'homme dans la Tunisie des années 80, qui a été une sorte de proscrit à Paris. Moi je me rappelle, je l'ai rencontré, il était dans un état vraiment de très grande solitude, et vous voyez, c'était très étrange de le recroiser dans l'anonymat le plus total. Et puis après, évidemment, dans une autre partie de sa vie, il est devenu le président de la République, et là, il n'a plus vraiment été un dissident. Mais voilà, il a incarné à un moment cette figure. Voilà, donc le dissident, c'est celui qui maintient l'idée qu'un autre monde est possible, un autre modèle, un autre mode de fonctionnement. Et bien sûr, ça attire des ennuis, pas seulement du régime qui se sent visés, mais aussi des alliés de ce régime. Hein. D'ailleurs, on n'a jamais parlé vraiment des dissidents du Maghreb en France, parce que la France est très amie avec les États du Maghreb, je dirais par principe. Donc les dissidents, c'est bien chez les autres, c'est bien chez les soviétiques, en Pologne, en Chine, ça va à tout le monde, en Corée du Nord c'est encore mieux. Mais quand c'est chez soi, c'est assez gênant. Voilà, alors, je terminerai en disant que cette tyrannie ou ce régime autoritaire, tout d'un coup il craque. Alors il craque, on a eu Ben Ali en 2011, on a vu l'effondrement en quelques semaines de son régime, on a vu Bouteflika lui-même, il n'y a pas d'effondrement du régime, simplement il est obligé de partir, et à ce moment-là on voit comment dans un régime autoritaire, toutes les perversions apparaissent, notamment l'amassement de richesses, de fortunes, etc. Et c'est aussi contre ça, bien sûr, que nos dissidents ont essayé
d'appeler l'attention, même s'il ne devait parfois pas imaginer l'ampleur de la manière dont ça fonctionnait. Alors, pour finir, je dirais que dans les 20 ans qui viennent de s'écouler, puisqu'on est en 2019, donc depuis le début du 21e siècle, on a l'impression, avec Khadija, que la dissidence se mue, se popularise au sens où elle s'étend, c'est comme si elle se démultipliait, avec l'émergence de vastes mouvements populaires de contestation ou d'opposition. Et c'est vrai que le modèle archétypal, c'est probablement le printemps d'avril 80 en Kabylie, avec un rebondissement bien sûr en 2001. Alors c'est très différent des émeutes, parce qu'il y a toujours eu des émeutes. Au Maghreb, les émeutes de mars 65 à Casa, les émeutes d'Alger en 88, les émeutes en Tunisie. Mais les émeutes, c'est un mouvement spontané, violent, qui est réprimé suite à une augmentation des prix ou dans un contexte social très, très particulier, le contre-choc pétrolier, etc. Mais là, on assiste à autre chose. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le face-à-face entre le chef de l'État et quelques figures qu'il a bien voulu laisser s'exprimer, plus ou moins, même dans la dissidence. On est à des mouvements de masse, des mouvements des peuples, qui semblent structurer la dissidence à l'échelle de régions et parfois même d'un pays entier. C'est donc un changement du modèle politique. Hein. On n'est plus au moment où le Cheikh Yassine adressait une lettre à Hassan II ou tel opposant. Non. Là, on est au passage à la masse en quelque sorte. Alors, il y a eu le printemps noir de Kabylie en 2001, il y a eu la révolution tunisienne en 2011, il y a eu le mouvement de Hirak dans le Rif vers 2017, et puis il y a ce mouvement qu'on peut appeler une révolution en Algérie, une révolution pacifique, actuellement. C'est comme s'il y avait une espèce de dilatation de la dissidence et de l'opposition au nom de la justice, toujours l'égalité, la non-violence étant érigée même comme un impératif nouveau pour éviter la répression, éviter les provocations et rendre la cause non seulement beaucoup plus puissante, mais aussi populaire, y compris en France. La France n'a jamais été tendre avec les opposants du Maghreb, et là, elle a l'air de verser des larmes pour ce qui se passe en Algérie, comme c'était le cas déjà en 2011 en Tunisie. Voilà, donc c'est vrai que c'est presque même incroyable, donc, tu reviendras mieux que moi, ce mouvement révolutionnaire à zéro mort, c'est presque du jamais vu. Alors il ne faut pas crier victoire trop tôt, mais pour l'instant c'est ça. Oui, merci Pierre. Deux remarques, parce que votre livre, Les dissidents au Maghreb, le rappelle très bien, vous l'avez fait, c'est que les dissidents ont été chers de leur personne, leurs opinions, aussi bien au Maroc, en Tunisie qu'en Algérie, et souvent avec la complicité, l'entraide dans la France, et ce dès les premières indépendances. Donc ce livre le rappelle très bien, et je pense que, comme celui d'Akram, on le trouve dans la bibliothèque de Lima. Et puis une autre remarque que vous avez tous les deux bien précisée, c'est l'importance du printemps berbère de 1980, qui est une véritable borne. Effectivement, tout démarre avec l'annulation, l'interdiction d'une conférence sur la poésie kabyle que devait animer le grand poète Mouloud Mamri. Et c'est là que les étudiants en contestation vont décider d'occuper l'université, et c'est alors que la répression va s'abattre violemment sur eux et va se solder par plusieurs morts, des dizaines de morts. Et c'est important parce que, comme l'a dit Akram, c'est la borne d'ouverture démocratique c'est la première. Je me tourne vers vous, Céline. Alors, aujourd'hui, en 2019, c'est la perspective d'un 5e mandat d'un président malade, fantôme, qui a conduit à ce qui se produit aujourd'hui en Algérie et à la chute d'un homme qui régnait sans partage depuis 20 ans, même s'il était devenu invisible lors de ses derniers mandats. En Tunisie, en 2011, c'est l'immolation d'un jeune vendeur ambulant sans aucune perspective économique et sociale dans un pays plombé par la crise, qui a conduit à la chute de Ben Ali, qui était là aussi indétrônable, et qui ne sera pas sans conséquence sur la région, puisque Moubarak en Algérie tombera, et on aura des répercussions en Syrie, au Yémen, etc. En Égypte, pardon, qu'est-ce que j'ai dit ? En Algérie, excusez-moi, mais je suis mon prisme algérien.
l'air joli. Jeune fille et respire que l'Algérie là depuis 2 mois. Excusez-moi. Et bien sûr, aujourd'hui, on présente la Tunisie, et déjà à l'époque c'était le cas, comme une exception, comme une vitrine, comme un modèle et comme un laboratoire de la démocratie au Maghreb et au-delà, hein, pour toute l'échelle du monde arabo-musulman. Qu'en est-il? Quelle est votre analyse aujourd'hui de cette transition qui dure et qui reste laborieuse? Merci Angela. Bonsoir. La Tunisie, c'est l'espoir de la région, m'attendit à plusieurs reprises depuis que j'ai pénétré dans cette salle. Alors je vais vous faire des confidences. Les Tunisiens n'aiment pas beaucoup quand on leur dit ça. D'abord parce que ça leur met beaucoup de pression, pression positive, mais surtout parce que les Tunisiens ne portent pas ce regard un peu romantique, entre guillemets, sur leur transition, parce qu'ils paient très cher actuellement le prix de cette transition. Alors, sans vouloir jouer le rabat-joie, je vais essayer d'éclairer l'auditoire sur les principaux enjeux et défis qu'on rencontre depuis une dizaine d'années en Tunisie. Et si l'on prenait un peu de recul sur la dernière décennie, je pense qu'il y a eu 4 moments ou 4 temps clés de cette transition qui est toujours en cours en Tunisie. D'abord, et contrairement à ce que l'on pense, la transition n'a pas débuté en décembre 2010 ou janvier 2011, plutôt en 2008, lors des fameux événements du bassin minier, une région du sud de la Tunisie, où on a tous observé que le fameux régime hyper fort, hyper autocratique de Ben Ali, il était capable de vaciller. Et pas qu'un jour, pas qu'une semaine, mais pendant 6 mois, les populations de cette région ont tenu banc face à des armées de policiers qui ont encadré la ville et empêché les habitants de vivre normalement. Et puis ensuite, le deuxième temps, c'est le temps des événements de 2011, le temps de la révolution, qui a été marqué naturellement par la décision des Tunisiens, j'ai envie de dire, de rompre de manière catégorique avec le régime de Ben Ali en optant pour l'élection d'une constituante. J'imagine que nos amis algériens se posent la question aujourd'hui, quel chemin prendre? Où est-ce qu'on place le curseur par rapport à la rupture? C'est une question fondamentale parce que pour le cas de la Tunisie, ça a vraiment déterminé la suite du chemin. Le troisième temps est naturellement le temps du processus constitutionnel qui a duré 3 ans et sur lequel je vais me permettre de m'attarder parce que de ma position de militant associatif, c'est vraiment le moment qu'on a pu observer de très près. Et puis le quatrième temps, c'est le temps de la Deuxième République tunisienne, après l'adoption de la constitution, la deuxième constitution de la Tunisie indépendante, la constitution du 27 janvier 2014. Alors, la Tunisie est aujourd'hui peut-être pas une démocratie, ce serait avancer un peu trop vite, mais un régime hybride. On a peut-être relativement bien réussi le chantier politique, avec une constituante qui, malgré toutes les difficultés, a réussi à adopter presque à l'unanimité un texte qui est vanté un peu partout dans le monde comme un texte plutôt progressiste. On a réussi à mettre en place un véritable pluralisme politique en Tunisie. Aujourd'hui, il y a 217 partis actifs en Tunisie. On a réussi à consacrer des droits dont on n'a jamais bénéficié depuis l'indépendance de la Tunisie, le droit d'expression, le droit d'association, qui nous est cher. Donc sur le plan politique, on a quand même quelques acquis, quelques réussites, mais qui ne font pas manger les Tunisiens. Alors l'échec, c'est notamment sur le plan socio-économique. Et c'est ce qui d'ailleurs, à mon avis, risque de tout mettre en péril. Et c'est pour ça que je ne veux pas trop m'avancer en disant que la Tunisie, ça y est, on est sorti de la zone de risque, parce que la situation est un peu plus, et même plus compliquée qu'elle le fut sous Ben Ali, même pendant son fin de règne, sa fin de règne. Alors, on a aujourd'hui aussi, on assiste à une forme
de restauration, parce que les caciques de l'ancien régime, les responsables du parti unique de Ben Ali, le RCD, sont aujourd'hui bien positionnés dans différentes formations politiques, et notamment et surtout la formation qui a été fondée par l'actuel président de la Tunisie, Béji Caïd Essebsi, qui, je le rappelle, était le ministre de l'Intérieur de Bourguiba à l'époque des perspectivistes, dans les années 60-70. Président qui a été d'ailleurs cité par le rapport final de l'instance Vérité et Dignité, qui était chargé du processus de justice transitionnelle, comme étant l'un des bourreaux, ou en tout cas l'un des responsables de ces exactions. C'est ça la Tunisie aujourd'hui, un président en exercice, mais qui se fait accuser dans tous les médias par la présidente d'une instance Vérité et Dignité d'avoir été derrière des abus, des mauvais traitements, des actes de torture. La Tunisie aujourd'hui, c'est aussi le même président, Béji Caïd Essebsi, qui reçoit un fameux dissident, M. Chameri, qui fut aussi membre des perspectivistes. Et donc, pour le décorer, et ça date d'une année, donc le président qui a réprimé ce dissident le reçoit quelques dizaines d'années après pour le décorer. Alors, il y a de quoi devenir un peu fou, notamment pour le Tunisien moyen qui n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, n'arrive pas à y voir plus clair, et surtout n'arrive pas à palper, à se rendre compte et à prendre conscience des avancées qu'on a réalisées. Et ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si l'on tend le micro dans la rue, aux Tunisiennes et aux Tunisiens, une grosse majorité vous diront qu'on veut le retour de Ben Ali. Une grosse majorité vous diront qu'avant, c'était mieux. Alors, c'est probablement pas une nostalgie envers le personnage autocratique de Ben Ali, envers le régime dictatorial de Ben Ali, mais c'est une forme de nostalgie vers une forme d'ordre qu'on n'a plus parce qu'on est en transition. Et ce désordre pèse lourd sur le Tunisien. La cacophonie aussi dans laquelle on vit ne les aide pas à y voir clair sur le panel d'offres politiques qui sont sur la table aujourd'hui. Et puis, ce manque de vision, malheureusement, de la classe politique, cette nouvelle classe politique qui a émergé et qui, depuis maintenant 8 ans, est incapable de nous dire quelle Tunisie ils veulent construire avec les Tunisiens à l'horizon 2030-2040. Probablement par manque d'expérience politique, j'entends, mais aussi parce que la Tunisie est ingouvernable, il faut le dire, aujourd'hui. Alors, la Constitution, oui, on a une belle Constitution, mais on n'a pas de cour constitutionnelle. Et ça, c'est un grand danger, un grand risque. La Constitution prévoyait la mise en place d'une cour constitutionnelle dans un délai d'1 an après l'adoption de la Constitution. Ce délai est dépassé de 3 ans ou de 4 ans. Et l'on se rend compte aujourd'hui, et nous dans notre association, on se rend compte très bien, parce qu'on parle pas mal avec les élus, on se rend compte que finalement, cette nouvelle classe politique, ces élus, et notamment les élus qui étaient des dissidents, je parle notamment des islamistes, ont du mal à concevoir un régime avec de véritables contre-pouvoirs forts. Je dis cela parce que énormément de tentatives ont été menées par le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif aussi, pour affaiblir ces nouvelles instances de contre-pouvoir qu'on a réussi à mettre en place à la faveur de la Révolution. Je parle notamment de l'instance de régulation de l'audiovisuel. Je parle une instance provisoire qui est censée statuer sur la constitutionnalité des projets de loi. Donc c'est un peu l'embryon de la future Cour constitutionnelle, mais qui n'a pas le mandat d'une vraie Cour constitutionnelle. Tout est fait dans les discours et dans les actes pour amoindrir ces contre-pouvoirs. Je cite notamment notre président de la République qui dit qu'on ne peut pas gouverner la Tunisie avec des instances trop indépendantes. Alors j'ai envie qu'on m'explique qu'est-ce que ça veut dire trop indépendante. Alors, c'est soit indépendant, soit non indépendant.
Mais ça résume finalement cet état d'esprit de la classe politique qui, aujourd'hui, la ferveur est tombée, les gens sont moins braqués sur ce qui se passe sur la scène politique, et donc il y a des vieux réflexes qui reviennent, il y a des vieux discours aussi qui reviennent, et il y a même des vieux, en tout cas ils ne sont pas si vieux que ça, mais ils sont même très, très nouveaux sur la scène politique, des ex-responsables du parti politique de Ben Ali qui aujourd'hui aspirent à concourir aux prochaines élections présidentielles et législatives qui auront lieu la fin de cette année. Alors, beaucoup de Tunisiens disent on regrette de ne pas avoir fait passer à l'époque, en 2011, la loi qui devait interdire les anciens responsables politiques de toute activité politique, en tout cas durant 20 ou 30 années. Mais il y a eu un grand débat à l'époque, et puis la solution a été de ne pas exclure une partie des Tunisiens, parce que ça reste des Tunisiens, qui bénéficient de droits, et notamment le droit de faire de la politique. Et je pense que c'est un choix que l'on ne regrette pas. Hein, malgré le fait qu'aujourd'hui, on entend des discours que même Ben Ali a eu honte de tenir à l'époque. C'est-à-dire qu'ils reviennent en force et ils profitent de cette forme de désespoir qui marque les esprits d'une majorité des Tunisiens pour essayer de vendre cette image de la femme ou de l'homme providentiel qui, si vous lui accordez sa confiance, va d'abord remettre tous les islamistes en prison, ensuite fermer cette page de société civile très active, qui a du poids, beaucoup de partis politiques qui, on leur voit aussi au Parlement, dans les médias, etc. Il y a ce risque-là. Ce risque est réel. Moi, autour de moi, ne serait-ce qu'autour de moi, dans ma famille et dans mes amis, il y a beaucoup de gens qui sont séduits par ce type de discours. Et donc, pour conclure, j'ai envie de dire, oui, on n'a pas versé autant de sang que dans les pays, que dans d'autres pays arabes. On a eu une révolution plutôt douce. Hein. Je pense que la liste définitive des martyrs de la révolution s'arrête à moins de 330 personnes tuées et moins de 3000 blessés. C'est rien comparé à d'autres contextes et à d'autres pays. Oui, on a des acquis. Oui, on a pas mal d'avancées, mais rien n'est joué. Merci Selim. C'est très intéressant et j'aimerais vous poser à tous les trois cette question eu égard à ce qui est en train de se produire aujourd'hui en Algérie. Quelle leçon l'Algérie peut-elle tirer de l'expérience tunisienne? Pour avoir discuté avec beaucoup d'Algériens, certains me disaient je préfère pas trop regarder du côté de la Tunisie parce que ça peut aussi agir comme un repoussoir dans la mesure où au final ce sont des islamistes qui sont arrivés, les islamistes des Nahda. Akram, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la première chose qu'on doit dire, c'est que la revendication de liberté, la revendication du droit au droit, AUXDROITS, hein, tel que en avait parlé Hannah Arendt dans ses livres, Al-Haqq lil-Huquq, ça c'est quelque chose que partagent les trois pays du Maghreb. C'est récurrent, ça ne s'arrêtera pas. Quelle que soit l'évolution de la situation, il y a des avancées, il y a des replis. Alors effectivement, d'abord côté algérien, rien n'est encore joué. C'est-à-dire que le président Bouteflika a peut-être démissionné, mais on est dans un scénario de transition contrôlée. C'est-à-dire que ce qu'on a proposé aux Algériens jusqu'à présent, c'est d'aller voter en juillet prochain pour désigner leur prochain président. Or, beaucoup d'Algériens et les gens qui sont dans la rue, les gens qui protestent, savent très bien que si on veut une vraie transition, ne serait-ce que pour pouvoir libérer les énergies, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une vraie vie politique, que les partis puissent militer, organiser, inscrire des électeurs, rayer les morts des listes électorales, etc. Parce qu'on a quand même eu des choses assez étonnantes au cours des derniers scrutins. 3 mois, ce n'est pas suffisant. Ça devient encore compliqué puisqu'on apprend que beaucoup de mairies ont décidé
de ne pas participer, de ne pas encadrer les élections. Donc l'affaire est posée, là on vit dans l'actualité. Ce qu'on est en train de dire là maintenant, peut-être que demain, où on aura une marche et que cette marche va provoquer de nouvelles décisions qui, en règle générale, il y a une espèce de séquence maintenant à laquelle les Algériens se sont habitués. La grande marche, c'est le vendredi. Les grandes annonces et les grandes décisions, c'est le mardi. Donc les gens ont cette espèce de cliquer en tête. Ce que la Tunisie peut apprendre à l'Algérie, c'est qu'effectivement, une transition longue, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, à condition qu'elle soit bien encadrée. Ça peut être quelque chose de très dangereux aussi, parce que la Tunisie a tout de même, je dirais, je parle sous ton contrôle, mais la Tunisie a tout de même connu, je dirais, un passage à vide en 2013 où elle a frôlé la guerre civile. Donc il y a eu des attentats, il y a eu une réaction de la population assez dure. Il y a une partie de la population qui s'est beaucoup braquée avec l'arrivée des islamistes au pouvoir. Donc tout ça, c'est des inconnus. La constitutionnelle, le débat autour d'une nouvelle constitution, c'est le moment clivant par excellence, parce que ça met sur la table les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord entre Algériens. Pour le moment, beaucoup d'Algériens sont d'accord, quelles que soient leurs opinions politiques. Dans la rue, il y a des gens de droite, de gauche, il y a des islamistes, il y a des communistes, il y a des trotskistes, il y a des gens qui ne se définissent qu'en étant patriotes et nationalistes, c'est-à-dire que jadis, ils auraient très bien pu adhérer au FLN, sauf qu'aujourd'hui, ils veulent un changement de régime. Demain, si vous parlez de constitution, de nouvelle constitution, il va falloir mettre les choses sur la table et trancher sur des questions d'égalité homme-femme, la place de la religion, la question de la langue. En Tunisie, ça ne s'est pas posé, mais en Algérie, ça va se poser. Alors, effectivement, il y a eu énormément de progrès par rapport au statut de la Mazir, mais il n'en demeure pas moins que l'arabe continue à avoir un petit cran au-dessus ou un gros cran au-dessus par rapport aux berbères. Et donc là, c'est le moment où vous pouvez faire dérailler un processus démocratique, parce que justement, vous allez devoir vous expliquer sur les idées et les doctrines. Et contrairement, par contre, à la Tunisie, c'est pour ça que c'était très important ce que tu as dit sur l'économie, l'Algérie a un avantage fondamental par rapport à son voisin tunisien, c'est qu'il y a de l'argent. Il y a encore un peu d'argent, les caisses ne sont pas totalement vides, il y a à peu près 80 à 70 milliards de dollars dans les réserves de change. Il y a des compétences, parce qu'on parlait effectivement de régime autocratique, totalitaire et tout, mais quel que soit l'appareil d'État, quelle que soit la structure en Algérie, vous avez différents niveaux. C'est-à-dire que moi je dis souvent que le sort de dizaines de milliers de gens qui étaient dans le système, mais qui n'étaient pas forcément les soutiens du système, a été d'avaler des couleuvres en permanence malgré leurs compétences et leur capacité à essayer de faire que les choses fonctionnent. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là qui sont aujourd'hui aussi dans la rue, parce qu'ils en ont assez d'avoir affaire à des directions médiocres, à des gens incapables, à des gens incompétents, analphabètes. Il suffit de voir le discours récent du nouveau président du Parlement, enfin de la Chambre du Sénat algérien, pour se rendre compte le niveau des gens qui ont pu diriger ce pays aux grandes dames d'une population de plus en plus éduquée, de plus en plus formée. Mais il y a de l'argent, donc ça veut dire que ça peut acheter une certaine paix sociale, à condition, bien entendu, que ce soit de vraies transformations, que ce ne soit pas l'achat de la paix sociale telle qu'on l'a connue en 2011, où il y a eu de l'argent qui a été un peu distribué ici et là pour calmer les gens, mais qui, en réalité, cet argent a été totalement gaspillé, puisqu'on voit bien que ça n'a rien changé de fondamental dans le fonctionnement de l'économie algérienne. Pierre, je vous laisse nous donner votre analyse, vous, sur en tout cas, quel parallèle Ça marche, oui. Suite à l'intervention sur la Tunisie, c'est vrai que le paradigme ou le paramètre plutôt économique est fondamental, et c'est vrai que les pays du Moyen-Orient serrent un peu plus la corde chaque année, puisqu'ils ont fait des propositions de financement, mais si le régime change. Or, le drame, c'est que la Tunisie, bien sûr, n'a pas de ressources pétrolières. Ses deux voisins, évidemment, pourraient parfaitement, ne serait-ce que par leurs achats ou leurs échanges, suppléer à la situation, sauf que la Libye, évidemment. Bon. D'ailleurs, je crois que les Tunisiens vivent beaucoup grâce aux achats encore des Libyens, malgré tout, et au tourisme des Algériens.
Donc, ça serait pire encore. Ce qui est très étonnant, c'est que bon, la France, faut pas trop l'accabler parce que bon, la colonisation, c'était une ingérence. Bon, c'était très difficile. D'ailleurs, on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a rien à dire sur l'Algérie. Chaque parole va être retenue contre. Bon. Mais par contre, l'Europe, c'est très très étrange qu'il n'y ait pas une sorte de consensus européen pour faire. Alors, je ne vais pas dire le plan Marshall parce qu'on ne va pas le répéter 150 fois et que ce n'est pas ça dont il s'agit. Mais c'est très étrange qu'il n'y ait pas un investissement très massif sur la seule démocratie du monde arabe. Ou alors, on est tellement lié à nos amis les émirs du Golfe qu'on ne veut pas leur faire des plaisirs. Mais c'est très étrange qu'il n'y ait pas cette coalition pour aider la Tunisie à sortir la tête de l'eau. Le chiffre est très simple, le PIB de la Tunisie a été divisé par 2 pratiquement en 10 ans, le PIB par habitant, donc c'est un véritable effondrement économique. Sous nos yeux, dans le silence, impossibilité d'émigrer, impossibilité d'aller travailler en Algérie, en Libye, n'en parlons pas, et donc on assiste à une espèce d'étranglement jusqu'à ce que ça tourne vinaigre, effectivement. Et ça va tourner vinaigre si rien ne se passe. Et ça, on le sait sous nos yeux, on le voit, et on dit c'est super, c'est quand même des démocrates. Ben oui, jusqu'à ce qu'un caudillo quelconque arrive. Bon, donc c'est vrai que de ce point de vue-là, l'Algérie, c'est pas comparable. Parce que même si le pétrole, il y en aura peut-être plus un jour, bien sûr, et du gaz surtout, pour l'instant, il y aura de quoi financer au moins un démarrage annuel à hauteur de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Donc c'est pas comparable, voilà. Mais c'est vrai qu'une démocratie misérable dans le monde actuel aux portes de l'Europe, ça paraît quand même très compliqué à long terme. Alors, en 2011, juste au lendemain de la Révolution, les pays du G7 avaient bien promis un équivalent plan Marshall. Des chiffres ont été avancés. On n'a jamais vu la couleur ni l'odeur de cet argent. En revanche, on ne peut pas dire que la Tunisie n'a pas bénéficié d'appui financier, d'appui financier venant essentiellement d'Europe, mais aussi des États-Unis, du FMI et puis des institutions financières internationales. Mais laissez-moi un peu vous parler de l'effet pervers de cet argent que l'on observe et qui fait bénéficier de la nouvelle classe politique tunisienne d'une espèce de rente démocratique. Alors, de par nos activités, moi je suis amené à rencontrer pas mal de diplomates, de responsables dans les chancelleries, etc. Et tous vantent l'exemplarité de la Tunisie, cet excellent élève qui avance tant bien que mal malgré les difficultés. Et quand on les alerte sur les travers, sur les risques que tels projets de loi peuvent faire courir à la démocratie tunisienne, sur les prises d'opposition de certains responsables politiques, etc., eh ben, ils ont tendance à ignorer cela en disant bon, mais bon, malgré tout, ça marche. Vous avancez, vous avez une nouvelle constitution, les partis politiques sont plutôt libres, etc., etc. Et donc, ça fait bénéficier réellement cette nouvelle classe politique d'une rente démocratique qui leur permet finalement de faire ce qu'ils veulent, sans devoir rendre compte à leurs partenaires. Alors moi, le discours que je tiens souvent à ces partenaires européens et américains, c'est quand vous regardez la Tunisie et quand vous analysez ou parlez de la Tunisie, essayez de le faire avec le même référentiel de valeurs et de principes que vous prêchez chez vous. Alors, pourquoi en Suède, en Allemagne ou en France, on est intransigeant par rapport à certains abus de droits et libertés, et pourquoi ça passerait en Tunisie, soi-disant parce que c'est un pays en transition, etc. Et puis, regardez la Libye, regardez la Syrie. Mais nous, les Tunisiens, on ne veut pas être comparés par la Libye ou par la Syrie. On veut être comparés par les pays scandinaves, par la France, par des démocraties bien installées, avec de véritables contre-pouvoirs, et puis surtout des responsables politiques qui rendent compte. Et c'est probablement ça qui fait défaut en Tunisie. Oui, alors il y a aussi une question, à mon sens, qui est fondamentale. Tu parlais de l'Europe, qui ne dit rien ou pas grand-chose. On est là aussi, on va avoir des élections européennes dans quelques semaines en France, on est là au cœur aussi je dirais, du projet, de la vision idéologique des choses telle qu'elle se conçoit à Bruxelles, au niveau de la Commission européenne, et telle qu'elle a été impulsée par le traité de Rome. Il est inadmissible que la seule chose tangible que les Européens proposent à la Tunisie aujourd'hui, c'est d'améliorer, entre guillemets, un traité de libre-échange. C'est-à-dire de dire aux Tunisiens,
vous allez encore plus ouvrir vos frontières à nos produits. Là où vous aviez un peu de protectionnisme, eh bien, il va falloir que ça saute parce que vous êtes une démocratie, vous jouez dans la cour des grands. C'est inadmissible, c'est un scandale. C'est-à-dire que si on veut, et c'est la question qui est posée, et c'est une question qui n'a jamais été traitée sérieusement, que ce soit en Tunisie, en Algérie ou au Maroc. Si on veut vraiment poser sérieusement la question du développement économique des 3 pays du Maghreb, il va bien falloir à un moment ou à un autre reparler des questions du protectionnisme, de parler des questions de libre. Vous voulez aider la région, tant mieux, mais ne lui imposez pas de détruire son industrie. Je veux dire, vous prenez ou son agriculture. C'est-à-dire que demain, en gros, si j'ai bien compris, l'huile d'olive tunisienne, qui est quand même quelque chose qui fait vivre des dizaines de milliers de personnes, va devoir subir la concurrence d'une huile d'olive qui viendra d'Italie, d'Espagne, dont on n'est pas toujours sûr que c'est vraiment de l'huile d'olive parce qu'il y a beaucoup de substrats qui sont avec toutes les mafias que l'on connaît. Bon, enfin voilà, donc c'est aussi, je dirais, déplacer le discours, ce que n'ont pas encore réalisé peut-être tous les partis politiques tunisiens et ces débats-là ne sont pas encore sur la table en Algérie. C'est-à-dire déplacer aussi le discours sur l'angle de l'idéologie et de la pensée politique. Et il faut reconstruire l'enjeu, c'est de reconstruire une base productive, et l'Algérie, de ce point de vue-là, à la fois industrielle et agricole, puisqu'on dit qu'il y a de l'argent en Algérie, mais il sert à faire vivre l'administration, l'armée, à importer à peu près tout, y compris la nourriture, enfin tout, et beaucoup de choses, énormément de choses, et c'est pas durable. Enfin, c'est un modèle qui n'est pas durable. Et alors en Tunisie, effectivement, et au Maroc, les accords de libre-échange avec l'Union européenne, je me rappelle, qui ont été signés en grande pompe, ont permis aux textiles chinois, par exemple, de rentrer via l'Europe et d'asphyxier l'industrie textile. Donc c'est surréaliste. Et tout ça en disant, c'est super, vous êtes vertueux, ça va bien se passer. Ben, sauf que ça se passe mal. Voilà. Et donc il y a un défaut d'emploi massif. Effectivement, la Tunisie est actuellement en train de négocier avec l'Union européenne une espèce de... on appelle ça l'ALECA, en fait. C'est un accord de libre-échange qui, je pense, ferait courir énormément de risques à l'économie tunisienne. Et dans ce contexte, la puissante centrale syndicale tunisienne est en train de jouer un rôle fondamental en mettant sur la table, et c'est une première en Tunisie, la question de la souveraineté du pays. Un mot qu'on n'entend pas dans le débat public tunisien et qui est assez nouveau. Aujourd'hui, et le GTT est très clair et très direct là-dessus. Pour eux, signer un tel accord, c'est en fait c'est une forme de nouveau protectorat, à l'image du protectorat français. C'est pour vous dire un peu le débat houleux qui se passe aujourd'hui actuellement en Tunisie. Le 3e round des négociations va débuter à la fin de ce mois et au début du mois de mai. Les Européens font énormément d'efforts pour faire passer la pilule, mais j'ai l'impression que ce qu'ils n'ont pas réalisé, ou pas suffisamment réalisé, c'est qu'aujourd'hui, contrairement à 1995 où on a négocié le premier accord, aujourd'hui, on est libre de parler. Et il y a énormément d'opposition en Tunisie contre cet accord-là. Je ne pense pas que ça va passer aussi facilement que les Européens l'espèrent. Alors, dans un texte publié aujourd'hui dans le quotidien d'Oran, j'explique aussi, parce qu'il y a tout ce truc sur la main de l'étranger. Vous savez que chaque fois qu'on a une manifestation en Algérie, beaucoup de gens disent c'est pas les Algériens, c'est la main de l'étranger. Donc, quelle est cette main? Est-ce que c'est les Français? Est-ce que c'est les Marocains? Est-ce que c'est les pays du Golfe? On ne sait pas toujours. Mais en réalité, la main de l'étranger, elle existe. Elle existe, mais ce n'est pas celle qu'on croit. La main de l'étranger, par exemple, c'est celle qui fait qu'aujourd'hui, en Algérie, dans le contexte que l'on connaît, dans un contexte de contestation, d'ébullition démocratique, de gens qui réclament des droits, qui réclament le droit... Parce que la démocratie, tu disais tout à l'heure, c'est aussi l'indépendance de la justice. La démocratie, c'est aussi que les dirigeants, d'une manière ou d'une autre, soient redevables de leurs décisions, qu'ils expliquent leurs décisions, qu'ils soient comptables de leurs décisions. Eh bien, il se trouve qu'en Algérie, aujourd'hui, on a appris il y a 2-3 jours que les négociations entre la Sonatrach, la compagnie pétrolière algérienne, et les compagnies étrangères américaines, notamment, allaient reprendre sur l'exploitation des gaz de schiste. Bon, il se trouve que c'est une question qui est fondamentale pour l'avenir de toute la zone saharienne algérienne. On a des nappes fossiles importantes, on a une agriculture saharienne, il y a les oasis, il y a les palmeraies dattiers, enfin,
Il y a et puis c'est une question aussi, je dirais, de souveraineté, comme tu l'as dit, parce que certaines compagnies pétrolières rêvent ou veulent faire ce qu'elles entendent en Algérie, ce qu'elles ne peuvent pas faire dans leur propre pays, puisqu'il y a des législations importantes, il y a des encadrements, et même quand on exploite les gaz de schiste, il y a des lois de plus en plus contraignantes. Bien voilà, ça aussi, c'est des choses qui commencent à affleurer dans les revendications, et je dirais même que on parle beaucoup du mouvement du 22 février. Eh bien, en Algérie, à un moment donné, il y a eu des gens qui se sont mobilisés contre les gaz de schiste. Ça a été des mouvements assez importants. Il y a eu le mouvement aussi à Ouargla, de gens qui se sont mobilisés, de jeunes chômeurs. Il y a eu comme ça des prémices régulières qui sont toujours la même histoire, c'est-à-dire la justice, le droit, hein, et bien entendu la liberté. Et le défaut majeur dans le système maghrébin aujourd'hui, on va le redire encore pour la 100e fois, c'est l'absence du Maghreb, parce que faire une base productive à l'échelle du Maghreb, c'est jouable. Faire une base productive dans chacun des pays, ça commence à être très compliqué. Et puis surtout, vu de l'extérieur, ça fait peur à personne. Voilà, les Chinois ou l'Union européenne, ça représente. Il y a personne en face, puisqu'il y a des pays faibles. Donc voilà, mais bon, ça après, il y a quelques impératifs problématiques. Oui, ce serait un autre débat passionnant sur cette absence de Maghreb économique qui représente en termes de pertes, plusieurs points de PIB. Hein. Je sais, oui, je ne les ai plus en tête. Mais effectivement, voilà, il faudrait que le Maroc et l'Algérie s'entendent sur cette question. Ouais, c'est le fameux coût du non-Maghreb. C'est le coût du non-Maghreb, tout à fait, tout à fait. Il nous reste une vingtaine de minutes et je vous propose de prendre vos questions à nos différents intervenants. Je vois une main qui se lève. 2. Bonjour à tous. Donc, merci pour vos exposés. J'avais une question, moi, concernant le côté transition démocratique. Donc, à chaque fois quand il y a une révolution dans un pays du Maghreb ou dans les pays arabes d'une façon générale, ça se termine mal. Donc, souvent, à la fin, quand ça débouche sur des élections, il y a les islamistes qui gagnent. Ça s'est passé en Algérie, en Tunisie, en Égypte. Je pense que ça va. Je me demande si ça ne va pas se reproduire en Algérie une fois que la transition sera faite. Et la question que je me pose au final, à chaque fois, le peuple dans ces pays-là attend en quelque sorte un homme providentiel ou un ensemble d'hommes qui vont jouer le rôle d'un homme providentiel. Je me demande s'il n'est pas temps justement que les peuples de ces pays-là se prennent en charge par eux-mêmes, s'auto-organisent et produisent une démocratie différente de leur système modèle, qui est la démocratie représentative à la française. Parce qu'aujourd'hui, je dis ça parce que les démocraties les plus abouties aujourd'hui, ce sont des démocraties en fait qui sont beaucoup plus inclusives. On prend par exemple les pays nordiques ou les pays comme la Suisse, un tout petit pays qui est divisé en cantons. Je pense que c'est un modèle qui pourra convenir parfaitement à l'Algérie, où on trouve non pas un seul peuple, mais plusieurs peuples. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est en fait à chaque fois ce problème islam qui revient, même si nos politiciens et nos intellectuels n'ont pas suffisamment, moi je considère qu'ils n'ont pas suffisamment le courage de soulever ce problème pour le traiter comme les Occidentaux ont fait avec le christianisme, en réformant justement la religion chrétienne avec le protestantisme, ou alors en introduisant un système laïque comme on l'a fait en France. Donc j'ai l'impression, dès qu'on aborde ce sujet dans les pays musulmans, ça fait un petit peu crisper tout le monde. Et aujourd'hui, dans le mouvement, c'est véhiculé dans le mouvement en Algérie, dès qu'on essaye d'aborder les droits des femmes, très rapidement, les gens ils sont jetés en dehors des manifestations. Dès qu'on parle de laïcité, c'est pareil. Donc jusqu'à quand on va continuer à ne pas aborder ces questions, parce que, à mon avis, c'est des questions importantes si on veut instaurer une démocratie. Merci. Merci. On va prendre ces deux questions, voilà, comme elles sont déjà assez... En fait, il y a madame aussi. Puis voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en prendre 4 dans un premier temps. Je vais essayer de... Attendez. Non, oui.
Je vais faire très vite. Vous avez parlé de transition et de démocratie, et la question que j'ai, c'est est-ce que la Tunisie, et si les autres ont la même idée qu'ils le disent, est-ce que la Tunisie a un projet de justice transitionnelle qui a été essayé dans plusieurs pays africains et ailleurs, pas toujours avec le même succès. Merci. Merci, c'est Mohamed. Bon, la question se posait lorsque nous avions parlé de la mainmise étrangère dans le Maghreb. Et je m'adresse à M. Crête. En ce qui concerne la mainmise étrangère, il est à noter qu'à chaque fois qu'il y a eu un semblant de révolution ou d'éveil démocratique dans les pays du Maghreb, ça a toujours été ou la dictature qui est revenue ou les islamistes, mais aussi avec le support des pays, notamment du bassin méditerranéen, de l'autre rive, à savoir la France, l'Italie et l'Espagne. Alors j'aurais voulu savoir si on ne peut pas analyser un peu plus cette mainmise étrangère. Pour l'Algérie, par exemple, aussi considérer les dafistes, ce sont les héritiers du plan de Constantine, etc. Merci. Parfait. Alors, on a déjà 4 questions. Je propose qu'on les prenne et puis ensuite on refait un nouveau tour. Lequel d'entre vous, pour commencer, pour répondre à monsieur, autour de... Voilà, chaque fois qu'il y a une révolution, ça finit par mal se terminer. Il y a une contre-révolution, ça finit avec les islamistes. Akram. Alors, je dirais que c'est le cycle normal des choses. On est dans l'histoire. Alors, contrairement aux espérances de certains, l'histoire ne s'est pas arrêtée. Je pense notamment à la thèse de Fukuyama, qui avait annoncé que l'histoire s'arrêtait après la chute du mur de Berlin. On est dans l'histoire. La Révolution française, c'est 1789, et il y a un historien américain qui m'a dit un jour, la Révolution française s'est terminée en 1981, quand la gauche française a accepté les institutions. D'autres disent que c'est en 1944, quand les femmes françaises ont eu le droit de vote. Donc c'est une histoire longue de combats, de régression, etc. Et on est dedans. J'ai été très intéressé d'ailleurs de voir, et c'est quelqu'un qui m'en a fait la réflexion il n'y a pas longtemps, on dit 2011 et puis aujourd'hui 2019 et on voit est-ce que c'est la même chose ou pas. Dans 50 ans, les historiens qui vont se pencher sur les événements aujourd'hui, ils ne feront aucune différence. Pour eux, ce sera clairement la même séquence. 8 ans, c'est rien dans l'histoire d'un pays ou d'une région. Alors pourquoi est-ce que ça se finit mal? Oui, il y a de la régression, il y a des négociations. C'est aussi la définition d'une transition. Une transition, c'est une négociation permanente entre des acteurs qui peuvent ne pas être démocratiques. Mais ça va vers un changement. Les islamistes, qu'on le veuille ou non, et ça c'est un des points fondamentaux, les islamistes, qu'on le veuille ou non, sont une composante de nos sociétés. Alors on peut penser qu'on va les éradiquer. On l'a pensé dans les années 90, on a vu ce que ça a donné. Donc toute la question, c'est comment on fait pour, 1, les intégrer au jeu politique, et 2, les convaincre et les obliger à accepter les règles du jeu démocratique, notamment l'alternance. Personne n'a la solution définitive. La Tunisie nous montre que ça peut être possible, grâce aussi à l'aide et aux pressions extérieures aussi. Dans le cas de l'Algérie, moi je suis de près en ce moment ce que déclarent les uns et les autres. On voit que le discours des anciens leaders de l'ex-FIS, de l'ex-Front islamique du salut, est très, très consensuel, très, très prudent. Vous me direz, on n'est pas obligé de leur faire confiance. Mais voilà. Alors, sur les questions, je dirais, de projets de société, je pense qu'on accuse à tort les intellectuels. Parce que le boulot a été fait. Je veux dire qu'il y a ce qu'on appelle les nouveaux penseurs musulmans. Il y a des propositions sur la table depuis un siècle au moins. Depuis la Nahda, des gens ont mis sur table, y compris la séparation du politique et du religieux. Le problème, ce n'est pas tant les intellectuels que les partis politiques. C'est aux partis aujourd'hui, partis politiques, de s'en emparer. Sur tous les niveaux, que ce soit sur la question des inégalités hommes-femmes, sur la question de la place du religieux. Je pense qu'à un moment donné,
on ne fait pas le changement simplement en écrivant des bouquins ou en allant dans la presse. Il y a des moments où les partis politiques se réengagent, devraient se réengager. Le grand drame des 3 pays dont nous avons parlé aujourd'hui, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, c'est que ces dernières années, en tout cas ces 2 dernières décennies, il y a eu, la place a été plus ou moins abandonnée. Tout à l'heure, Pierre parlait des perspectivistes. Il a omis tout de même, et je l'ai noté, et je vais le chapitrer pour ça, il a tout de même oublié de dire que c'était un mouvement de gauche. Ah bah oui, mais il faut le dire. La gauche maghrébine, il fut un temps où elle était une force de proposition. Aujourd'hui, elle a disparu, ou alors elle se fait très peu entendre. Donc, il y a, je dirais, aujourd'hui, le danger qui guette, par exemple, le mouvement du 22 février en Algérie, c'est que c'est toute cette jeunesse qui est dans la rue, demain, se désintéresse de la politique et abandonne le terrain. Et à ce moment-là, on risque d'avoir ce dont vous avez parlé. Ça vaut pour la Tunisie, j'imagine aussi. Juste un mot aussi pour dire qu'aujourd'hui, vous voyez, quand on enseigne l'histoire de la démocratie ou de la République en France, on dit, bon, ben voilà, il y a eu 1789, et puis voilà, la Troisième République a été proclamée et a enraciné la République. Il y avait juste eu 80 ans entre les deux. Et la restauration, la monarchie de Juillet, ça dure 30 ans, le Second Empire 20 ans, le Premier Empire 15 ans. Bon, ben, c'est rien, ça n'existe plus. Ben, on est dedans. Alors ça peut durer longtemps, ça fait déjà 60 ans depuis l'indépendance. Deuxième chose, les islamistes en Tunisie, ils ont été élus. Ils ont montré qu'ils n'étaient quand même pas très compétents, qu'ils avaient une appétence à vouloir prendre tous les pouvoirs. Finalement, ils ont été amenés à signer un compromis constitutionnel. Et puis finalement, ils ont perdu, d'ailleurs c'est le cas des grands partis en général, il y en a 2, ils ont perdu, je crois, les 3/4 de leur électorat, de leur base électorale. Moins. En 8 ans, je parle. Oui, moins. Ils gardent quand même le noyau, qui vote islamiste par conviction, par forte conviction, mais ils ont perdu effectivement ces voix indécises qui, au lendemain de la Révolution, percevaient dans les islamistes des gens moins corrompus que les autres. Bon, après, les années passant, ils se sont rendus compte que c'était exactement la même chose. Pour répondre à la question de madame, la Tunisie a bien entamé un processus de justice transitionnelle grâce au fort conseil des Allemands et à leur argent, qui, dès 2011, les premiers mois qui ont suivi le départ de Ben Ali, ont conseillé aux responsables tunisiens de s'inspirer du modèle allemand et d'entamer ce travail de mémoire, ce travail de justice transitionnelle. On a voté une loi organique sur la justice transitionnelle qui a permis l'émergence d'une instance vérité et dignité, présidée par une dissidente, Sihem Ben Sedri, une personnalité très tranchante, et qui a pesé lourd sur ce process, puisque aujourd'hui, cette IVD, au bout de 4 ans de mandat, a rendu son rapport final, un pavé de quelques milliers de pages, où il faut lui accorder, ils ont réussi à décortiquer le système autoritaire, l'économie politique du régime de Ben Ali. Ils ont détaillé l'ensemble des exactions et abus commis contre le peuple tunisien. Et puis surtout, chose intéressante dans le processus de justice transitionnelle tunisienne, près de 220 dossiers concernent des territoires et des régions qui ont présenté des dossiers à l'instance Vérité et Dignité, arguant que en fait, leur situation de sous-développement est le fait d'une politique de l'État voulue et consentie, ce qui est super intéressant, en tout cas pour le cas tunisien. Et la région de Gasserine, d'ailleurs, où sont partis les événements de 2011, fut la première région qui a déposé ce dossier, qu'on appelle le dossier de région victime. Donc on a un process terminé, achevé, mais on a une classe politique qui a tout fait pour le faire capoter. Et notamment la présidence du gouvernement, de la République plutôt, qui a fait passer ce qu'on appelle la loi d'amnistie ou de réconciliation administrative,
qui venait à contre-courant finalement du processus de justice transitionnelle et qui permettait aux anciens responsables politiques et dans l'administration de ne pas rendre compte et de ne pas rendre compte par rapport à leur passé. Alors, ce que l'on apprend aussi, c'est que le processus de justice transitionnelle ne se limite pas à 3 ou 4 ou 5 ans. Je pense que ça va être un travail de longue haleine. Et il y a énormément d'efforts à faire, notamment auprès des nouvelles générations, des jeunes générations, pour leur expliquer ce qui s'est passé. Et je pense que c'est l'un des remparts forts qui nous éviterait, nous Tunisiens, un retour en arrière. Merci. On va venir à votre question, monsieur, sur la mainmise étrangère. Mais moi, j'aurais une petite relance autour de la question de la justice transitionnelle pour vous, Akram, appliquée à l'Algérie, parce que de justice transitionnelle, il n'y en a pas eu en Algérie post-décennie noire. Abdelaziz Bouteflika a ramené la paix, mais pas la réconciliation. Alors, c'est une affaire très, très compliquée. C'est une affaire très compliquée parce qu'effectivement, quand vous avez un retour à la paix, vous avez des forces contraires qui s'opposent. Vous avez une majorité, c'est les gens qui n'ont pas été touchés plus ou moins directement, qui n'ont plus envie qu'on dise c'est-à-dire on va recouvrir le puits avec son couvercle et on va regarder vers l'avant. Simplement, effectivement, vous avez les victimes du terrorisme, vous avez les familles victimes du terrorisme, vous avez les familles de disparus, des gens qui ont été arrêtés, qui ont disparu. Tout ça est en train de bouillonner et effectivement, une Algérie démocratique demain, en tout cas avec un changement profond de régime et d'institutions, en tout cas de renouvelées, elle fera difficilement l'économie d'une justice transitionnelle, mais qui ne s'appliquera pas simplement à la décennie noire. On parlait tout à l'heure du printemps berbère de 1980, il y a ce qui s'est passé en 2001, mais puis il y a aussi plein d'affaires, je ne sais pas moi, l'assassinat de Boudiaf, les arrestations d'opposants dans les années 80, la disparition de certains opposants dans les années 60 et 70, ce serait un grand chapitre. Pour en revenir à la question de monsieur sur la main de l'étranger, en tout cas, pourquoi à chaque fois qu'il y a une révolution, une amélioration, il y a une intervention. Les États ont tous des intérêts. Ça, c'est une donnée fondamentale. Il faut l'accepter, il ne faut pas être naïf. Chaque État a des intérêts, a une économie à défendre, a une industrie à défendre, a des options stratégiques. C'est le jeu, c'est la règle du jeu. C'est une guerre qui ne dit pas son nom. Bien entendu, mais ce qui se passe, c'est que dans certains cas, lorsque vous avez une aspiration démocratique, ça veut dire que ça va remettre en cause les choses, parce que justement, les dirigeants vont devoir rendre des comptes et s'expliquer sur certains choix qui peuvent paraître totalement aberrants. On peut demain demander des comptes à ceux qui ont décidé de mettre en place une ligne de TGV au Maroc qui coûte énormément d'argent, alors qu'une bonne partie de la population est dans la misère. En Algérie, on peut demander des comptes à tous ceux qui ont libéralisé le commerce extérieur au détriment de l'industrie. Et ainsi de suite. Ça, c'est des choses... la démocratie dans un pays du Sud, dans un pays client, des produits du Nord et de l'Est, etc., c'est toujours quelque chose qui peut aller à l'encontre des intérêts du pays du Nord. Un autre cas très simple, et dont on ne parle jamais, puisque c'est la critique qui est toujours adressée aux pays arabes en disant... Au Moyen-Orient, Israël est la seule démocratie de la région. Ok, d'accord. Prenons le cas de l'Égypte. Imaginons que demain l'Égypte devienne une démocratie. Qui peut croire que si demain l'Égypte est une démocratie, la paix froide qui existe entre l'Égypte et Israël sera maintenue? Il va de soi que les Égyptiens, par référendum, par élection, exigeront que ces relations soient remises en cause. Et donc là, on touche... Mais ça, c'est la force... Pardon, je prends l'Algérie, le cas de l'Algérie, du Maroc. Vous avez les anciens du plan de Constantine, vous avez les dafistes, ils n'ont jamais lâché le pouvoir et c'est devenu une oligarchie, non seulement économique, parce que maintenant ce sont leurs enfants qui ont profité des 1000 milliards des 2 dernières décennies, mais aussi on vient au Quai d'Orsay pour prendre des décisions afin de faire quoi que ce soit. Je pense qu'il faut aussi en parler.
Mais je ne remets absolument pas en cause cette vision, je dis simplement que c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que dans un État pareil d'État algérien, vous avez par exemple plusieurs influences qui s'affrontent. Je ne pense pas que ce soit à 100%, que les dés soient à 100% pipés. Mais effectivement, vous avez des relais d'influence. Et les pays étrangers jouent à renforcer leurs influences en sachant qui est leur homme dans telle ou telle administration, qui est leur homme dans telle ou telle administration, pour qu'il y ait des arbitrages en leur faveur. Mais encore une fois, tout ça existe, y compris dans des pays dits démocratiques. Quand en France, vous assistez à la privatisation d'une entreprise stratégique, c'est clairement que des jeux d'influence ont agi. L'essentiel, c'est d'avoir des institutions démocratiques pour pouvoir contester cela et pour pouvoir combattre cela, ce qui n'est pas encore le cas en Algérie. Merci à tous. Je crains que nous n'ayons plus de temps pour prendre d'autres questions. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée et j'espère que vous avez appris plein de choses aux côtés de nos différents intervenants. Merci.